La dernière réunion de bureau de notre commission, j'ai souhaité ajouter à notre calendrier d'audition le sujet des métiers du lien social. Et je remercie le bureau d'avoir accepté cette proposition, notamment d'auditionner aujourd'hui les rapporteurs du Conseil économique, social et environnemental sur l'avis qu'ils ont rendu public en juillet 2022 quant au métier de la cohésion sociale. De la même manière, nous aurons prochainement l'occasion de recevoir Mathieu Klein, président du Haut Conseil du travail social, sur le livre blanc du travail social publié fin 2023. Voilà, l'idée, c'est de nous permettre de nourrir notre réflexion et d'échanger et de débattre sur ce sujet qui me semble vraiment primordial, qui est celui des métiers du lien social. Et je pense que nos rapporteurs nous permettront d'identifier bien le périmètre que recouvre ce champ. Et je tiens vraiment à remercier Madame Sophie Thierry, qui est présidente de la commission Travail et Emploi du CESE, ainsi que Monsieur le rapporteur Evan Jeanne-Rose, de s'être rendu disponible pour échanger avec nous ce matin, de nous partager votre diagnostic sur la situation de ces métiers et sur les solutions que vous identifiez également pour y répondre. Et je vais donc vous passer immédiatement la parole pour une dizaine de minutes. Puis ce sera au tour des orateurs des groupes politiques et des autres députés qui interviendront chacun pour 2 minutes pour continuer à vous poser des questions. Et nous aurons de nouveau un temps de parole pour vous. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole. Bonjour, alors tout d'abord un grand merci, nous sommes vraiment ravis et honorés de pouvoir venir présenter les travaux du Conseil économique et social qui ont vocation à éclairer les décisions et les travaux des législateurs et du gouvernement. Donc pour nous c'est vraiment un moment fort et important et on est très honorés. L'avis des métiers de la cohésion sociale, c'est bien évidemment Evan Jeanne-Rose, rapporteur pour la commission Travail-Emploi qui va vous en parler plus précisément. Juste en introduction, vous dire qu'on s'est attaqué à ce sujet, à la fois parce qu'il y avait une situation sociale en France qui, évidemment, le nécessitait, et on va parler de où on en est aujourd'hui sur ces métiers et des modalités de travail, mais ça faisait suite aussi à un avis que nous venions juste de rendre à la demande du gouvernement sur saisie gouvernementale sur les métiers en tension et les difficultés de recrutement dans certains secteurs. Et parmi tous les secteurs dans lesquels il y a des difficultés de recrutement, celui-ci nous est apparu comme étant particulièrement sensible parce qu'il y a des enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux de production, mais des enjeux de cohésion sociale et qui sont vraiment vitaux pour l'ensemble du pays. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles on s'y est attelé. Et je tiens à souligner aussi que la façon dont on a abordé le sujet n'était pas une évaluation des politiques sociales ou une évaluation des politiques publiques en la matière, mais que fort de nos orientations de la Commission Travail-Emploi pour la mandature 2021-2026, qui a remis le travail au centre de nos débats. Vraiment, on axe tous nos travaux sur la centralité du travail et non pas seulement de l'emploi. On est parti du travail, de la façon dont le travail était organisé dans ce secteur, de la façon dont les éducateurs, les assistantes sociales, les responsables des centres sociaux, les animateurs vivaient leur travail. Et à partir de là, on a été amené à voir à quel point on était dans une situation d'un travail empêché et même de réinterroger les modalités de financement. Mais on est bien parti du travail. Et pour cela, on a, et ce sera mon dernier point introductif, on a appliqué ce que le CESE développe depuis cette mandature de façon très importante, c'est-à-dire la participation citoyenne, puisque nos travaux se sont appuyés sur une plateforme de consultation itérative avec 5000 professionnels du secteur. Une cinquantaine d'entre eux sont venus participer à une journée délibérative et à des travaux avec lesquels on a pu échanger. La commission s'est déplacée 3 fois sur des visites de terrain. Donc ça a été vraiment un travail, et je le dis ici aussi devant Evan, assez remarquable conduit par le rapporteur pour que l'ensemble de la commission puisse comprendre de quoi il s'agissait à partir des situations concrètes et réelles des travailleurs sociaux. Voilà, je ne vais pas être plus longue pour laisser le temps à Evan de préciser à la fois les préconisations et où on en est aujourd'hui. Bonjour à vous toutes et tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Et
Puis le CESE pourrait se féliciter, du coup, vous puissiez vous saisir de ce sujet avec nous, en tout cas qu'on puisse vous exprimer ce qui est important sur les enjeux du travail social et de l'animation, puisque finalement, on a, avec cet avis, traité les conditions de travail, d'emploi d'environ 800 000 salariés en France qui s'occupent des enjeux de vulnérabilité sociale des individus. Et que si on ne s'intéresse pas à eux, finalement, c'est autant d'individus derrière, des millions d'individus qui se sentent seuls, isolés, et plus on se sent seul et isolé, et plus vous imaginez bien que les fractures en France peuvent se renforcer et la dignité humaine s'affaiblir. Dans cet avis, on a pris la parole de 5000 professionnels, et le premier constat qu'on a, c'est une remontée globale de se sentir empêché de pouvoir réaliser son travail. C'est-à-dire la mission qu'on leur a confiée, ils n'ont pas l'impression d'en avoir les moyens ni la possibilité, et ça doit nous alerter, parce que s'ils ne se sentent pas en capacité de le faire, c'est sans doute qu'ils n'y arrivent pas vraiment, et que ce n'est pas juste un cri du cœur qui nous envoie, c'est un cri de moyens, complètement. Ça doit aussi nous alerter parce que selon la DARES, en 2022, leurs conditions de travail ont continué à se dégrader, et en fait, dans comparaison européenne, le travail social et l'animation vivent les conditions de travail sans doute les plus dures. En fait, on a des horaires atypiques, on a des contraintes psychiques et émotionnelles qui sont assez peu considérées dans le code du travail ou dans le champ du travail de façon générale. On a des besoins de temps de travail collectif qui sont assez peu considérés dans les modes de tarification et de contractualisation de l'activité. Et donc en fait, tout ce qui fait un peu les contraintes inhérentes au métier sont assez peu considérées dans la façon dont on vient financer et soutenir la possibilité que ça puisse exister. Et c'est là le problème, le nœud principal en fait, qu'on a essayé de mettre en lien dans cet avis, c'est-à-dire parler des conditions de travail et expliquer en quoi les enjeux de contractualisation du coup étaient à venir questionner pour améliorer les conditions de travail. Et pas seulement le code du travail, ça peut être vraiment dans les politiques sociales telles qu'on les fait aujourd'hui. Pour rappel, on est dans un milieu où les salaires sont relativement bas, un milieu très féminisé. Donc nous avons des salariés femmes qui sont payées parce qu'elles sont en temps partiel, encore en dessous du SMIC, et parce que les conventions collectives sont plutôt ont des échelons en dessous du SMIC, du coup sont payées au SMIC. Point. Donc vous avez des travailleuses principalement pauvres dans ce pays qui, pour le coup, s'occupent de plus pauvres ou de plus vulnérables. Vous avez la période de post-Covid qui a évidemment accéléré le sentiment de relégation. Il y a une phrase qui tourne beaucoup, vous le savez, qui a été prononcée par le président de la République sur ces métiers qu'il fallait garder en tête. Celle-là, moi, je l'ai beaucoup entendue en tant que rapporteur, comme un sentiment de déchirement, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on pouvait peut-être promettre quelque chose, que finalement, ça a tardé à ce qu'on nous reconnaisse. Et d'ailleurs, dans les reconnaissances salariales, c'est d'abord arrivé par le champ de la santé et très très peu sur le champ du social. Il a fallu attendre plus d'1 an pour que le champ du social fasse l'objet d'une réflexion en termes de revalorisation salariale, ce qui a conduit aux 183 € dit du Ségur social en tant que tel. Sauf que ces 183 € ont exacerbé les tensions au sein du secteur parce que tout le monde n'y était pas éligible. Ce qui fait que puisqu'ils n'y étaient pas éligibles, des équipes qui étaient déjà en tension et en difficulté pour faire collective dans un moment de difficulté un peu générale, du coup se sont remis à se reclasser entre qui avait eu la prime, qui ne l'avait pas eu, et donc ça n'a pas facilité leur sentiment de pouvoir avancer. Deuxième point qui est assez intéressant à discuter avec eux, c'est en lien avec la loi de finances et de financement de la sécurité sociale. C'est nos 2 premières préconisations. La première préconisation du CESE, elle appelle à une revalorisation salariale de façon assez nette et à une évaluation non discriminée en termes de sexe de ces métiers-là. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il faut rajouter cette dimension-là? C'est qu'en fait nous avons tout un arsenal législatif ou du Code du travail qui s'applique plutôt dans des métiers masculins et qui prend assez peu en compte des difficultés comme la charge mentale, les relations psychiques et émotionnelles, la fatigue qui est associée à tout ça, mais aussi la prise en charge d'un tiers, c'est-à-dire la responsabilité sur un tiers. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu et que les professionnels aimeraient pouvoir être vus reconnus soit dans leur convention collective, soit dans les modes de contractualisation. Dans notre préconisation, on appelle aussi, tel que ça a pu être pensé pour d'autres secteurs, à une forme de programmation budgétaire, histoire de donner à un secteur qui est un peu en difficulté et étouffé en termes de financier, de pouvoir envisager comment est-ce qu'il peut évoluer dans les prochaines années. Et ensuite, il y a un point qui nous a... Il y a l'article 70 de la loi du 30 décembre 2017, qui a introduit dans l'article 314.6 du Code de l'action sociale et des familles, on a relevé l'inopposabilité des conventions collectives. C'est un sujet qui nous a marqué parce qu'en fait, c'est-à-dire que si vous aviez les acteurs du dialogue social qui discutent et qui se disent on va se donner les moyens de mieux rémunérer ou mieux considérer nos salariés,
toute évolution qui amènerait à des dépenses supplémentaires est rendue inopposable par la loi. Et donc, ils ne peuvent pas l'opposer aux décideurs publics, que ce soit l'État ou les collectivités locales. Donc, ça pose un problème, c'est que du coup, ça ligote la possibilité aux partenaires sociaux de pouvoir dire quelque chose de leurs conditions de travail et de pouvoir y travailler pour améliorer les conditions des salariés. Et dans le secteur, ça pose un problème parce que vous avez des organisations syndicales qui potentiellement vont reprocher aux organisations employeuses de ne rien faire, mais en même temps, les organisations employeuses elles-mêmes se retrouvent bloquées parce qu'elles ne peuvent pas opposer des éventuelles avancées. Donc cet article-là, nous pensons qu'il pose problème et qu'il faut sans doute le revoir. Sur la question des normes réglementaires, c'est notamment notre préconisation 7 et qui vient avec la préconisation 3. Nous sommes dans des secteurs qui ont été dérégulés d'un point de vue des normes d'encadrement et des taux de présence. Ça rejoindra sans doute des débats que vous avez eus sur le champ de l'EHPAD, mais les EHPAD comme les crèches, il y a aussi l'ensemble du secteur de la protection de l'enfance qui est concerné par ce sujet-là, et de façon générale, les secteurs qui s'occupent des plus vulnérables. Vous avez assez peu de ratios taux d'encadrement, ce qui fait qu'il est difficile de rendre opposable à un financeur que potentiellement, en supprimant des emplois, on va rendre plus difficile la vie des personnes dont on a la charge, voire même on va être maltraitant avec ces personnes-là. Et les professionnels en sont conscients de la maltraitance qu'ils diffusent malgré eux-mêmes. Donc ils sont conscients que ce n'est pas ce qu'ils souhaitent, mais que c'est ce qu'ils génèrent d'un point de vue institutionnel. Et ça, c'est signe de découragement, enfin c'est source de découragement pour nombre d'entre eux qui ont dit que, pour ceux qu'on avait pu voir, qui ont changé de métier ou qui ont voulu changer de statut d'emploi, c'est un des facteurs majeurs, c'est le sentiment d'être maltraitant malgré le fait que leur métier, comme premier enjeu, c'est la restauration de la dignité des individus dont ils ont la charge. De façon générale, on a pu aussi remarquer que ce secteur n'avait pas d'espace de discussion économique. Il n'existe aucun espace qui puisse poser les enjeux de quels besoins économiques avons-nous besoin, quelle évolution en termes de formation, de structuration de l'offre, ce qui fait que les acteurs se retrouvent à devoir dialoguer en direct avec l'État, en bilatéral des fois, en collectif, entre eux, et ils n'ont pas un espace qui est formalisé pour pouvoir en échanger. C'est peut-être une évolution qu'on proposerait en créant une forme de conseil national, enfin un conseil national où vous trouverez un autre espace, mais en tout cas un espace où on se parle à la fois dessous et d'évolution d'une filière économique en tant que telle qui organise la santé et le soin des plus vulnérables. Cet espace, il manque, il faudrait vraiment qu'il puisse se créer là-dessus. Enfin, je reviendrai sur la question des CPOM. Je vous ai parlé de contractualisation. On a regardé les différents modes de contractualisation de l'action sociale et de l'animation en France. Vous avez les prestations de services qui sont fournies notamment via les organismes de sécurité sociale. Vous aviez les subventions, mais qui sont faites de plus en plus réduites. Vous avez des appels à projets, appels d'offres, et vous avez le CPOM qui se développe. Le CPOM pose un problème selon nous, dans le fait qu'il n'arrive pas à rendre possible le fait que les acteurs fassent remonter des choses du terrain et que ce qu'ils fassent remonter du terrain puisse être réellement discuté. On a eu des exemples qui nous ont été donnés où les personnes déposent un CPOM sur une plateforme en ligne et ont une notification en ligne comme quoi ça a été validé ou non validé. Et donc, dans le CPOM, quand il y a un diagnostic partagé qui s'opère comme ça, on se rend bien compte que le diagnostic n'existe pas, en tout cas pas d'un point de vue partagé. Donc, il y a quelque chose à voir là de comment est-ce que, potentiellement, d'un point de vue, le législateur peut faire évoluer les modes de contractualisation et d'organisation du CPOM. Nous pensons qu'il faudrait y rajouter plusieurs critères. Un, c'est la question par l'opérateur ou les opérateurs d'évaluer quelles sont les vulnérabilités sociales qui relèvent, les besoins humains, quitte à ce qu'ils ne soient pas tous retenus, mais qu'on puisse aussi les compiler pour en avoir une vue nationale. C'est-à-dire finalement qu'on puisse se dire aujourd'hui de quels besoins humains on aurait besoin pour avancer, comme d'autres filières économiques peuvent le faire. Il faudrait aussi là-dedans pouvoir, selon nous, et je sais que ça fait le lien avec le livre blanc, enfin vous verrez qu'il y a beaucoup de liens entre ces deux rapports, parce que notre rapport est arrivé quelques mois avant le leur, et donc a pu être approfondi ou discuté par le livre blanc, des moyens pour pouvoir agir sans commande. C'est-à-dire sans une commande dirigée par l'acte ou par la demande expresse de se traiter tel ou tel public, et donc un moyen pour les opérateurs de retrouver une forme de liberté, notamment quand c'est des acteurs associatifs. La liberté associative a largement contribué à construire le système de solidarité en France, et aujourd'hui elle se retrouve dans l'incapacité à encore développer de l'innovation par des appels à projets qui l'obligent en fait à l'innovation. Alors vous allez me dire c'est un peu bizarre, mais plus on oblige à l'innovation et au changement permanent, et moins on permet aux acteurs d'aller sur des terrains ou des champs qu'ils ont pu repérer par eux-mêmes, parce qu'ils se retrouvent liés à la commande publique, à une commande publique je vais dire cachée, elle n'est pas cachée, mais en tout cas qui ne les emmène pas sur le terrain où ils auraient aimé aller. Donc il faudrait pouvoir développer dans chaque CPOM ou chaque appel à projet une marge d'action
qui est laissée à la liberté associative, dont on demanderait des comptes, c'est-à-dire qu'évaluez-vous sur l'action que vous avez faite, mais qui leur permettent de répondre à des besoins qui échappent nécessairement aux cases dans lesquelles on a construit l'action de solidarité. Je m'arrête là, ça fait moins de 10 minutes pour pouvoir laisser la place aux questions. Merci beaucoup. Bravo pour l'exercice de clarté et de concision, ce qui appelle aussi quand même à de nombreuses questions. Donc on va d'abord entendre les orateurs des groupes politiques avec Madame Le Nabour pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Au nom du groupe Renaissance, je tiens à vous remercier et à travers vous l'ensemble du Conseil économique, social et environnemental, parce qu'il nous permet de bénéficier du regard et de l'avis des forces vives de la nation. Le travail du CESE nous est toujours précieux dans nos missions de législateurs. La quasi-unanimité des groupes politiques représentés dans cette pièce aspire à une société plus bienveillante et plus inclusive. À notre sens, il ne pourrait en être autrement, car il nous semble impossible de faire société sans considérer autrui, avec ses forces et ses faiblesses, comme un égal. Mais surtout, de le traiter comme tel, en lui permettant de jouir de l'ensemble des droits auxquels il peut prétendre, au même titre que n'importe quel être humain. C'est l'esprit de notre République et nous redisons notre détermination à lutter contre celles et ceux qui chercheraient à lui porter atteinte. Hasard de calendrier, nous venons de nommer ce matin notre collègue Patrick Vignal, rapporteur de la proposition de loi transpartisane visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale, laquelle sera examinée incessamment sous peu par la Commission, puis par l'ensemble de la représentation nationale. Dans leur grande diversité, celles et ceux qui exercent ces métiers sont des ingénieurs de la cohésion sociale et il nous paraît indispensable, après tant d'années de revendications du secteur, de reconnaître leur engagement à sa juste valeur. Monsieur le rapporteur, à la lecture de votre travail, il nous est impossible de ne pas penser à la proposition de loi Bien vieillir du groupe Renaissance, qui sera prochainement examinée au Sénat. Si elle concerne spécifiquement le grand âge, celle-ci contient en substance la traduction d'une de vos recommandations principales, le déploiement d'une loi de programmation, laquelle permettra aux acteurs de bénéficier d'une visibilité accrue. Sur ce point, je tiens à saluer l'engagement pris par la ministre Berger, dont je ne doute pas qu'il sera poursuivi par la nouvelle ministre en charge des solidarités. Monsieur le rapporteur, qu'attendez-vous exactement de ce futur texte qui devrait être examiné d'ici l'été, et pensez-vous qu'il soit plus opportun de transposer ce format pour chaque politique sociale plutôt que d'apporter une loi de programmation globale dans un souci de lisibilité? Je vous remercie. Merci. Madame Ranck pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur Jeanne Rose, chers collègues. Tout d'abord, je vous remercie d'être là aujourd'hui et d'avoir mené ce travail qui avait et a toujours pour objectif de revaloriser en urgence les métiers de la cohésion sociale. C'est une nécessité qui est encore d'actualité et dont nous avons tous ici conscients, tant la pénurie du secteur reste importante et les conditions dégradées. Ces professions sont pourtant absolument essentielles, voire indispensables, et elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Ces personnes, elles-mêmes inquiètes du manque de sens de leur travail, sont pourtant des piliers de la solidarité et du développement de la vie sociale et citoyenne française. S'ils n'y croient plus, si ceux qui prennent en charge les personnes les plus dépendantes sont eux-mêmes fragilisés, voire parfois désespérés, que peut-on espérer pour la suite ? Ainsi, vos conclusions générales sont acquiescées par le groupe du Rassemblement national qui, vous le savez, partage la volonté d'augmenter bien davantage les salaires et de revaloriser les minima sociaux. Nos députés partagent également l'idée selon laquelle une campagne de communication et de recrutement doit être mise en place pour préparer les diplômes d'État, notamment en alternance, et promouvoir les formations continues. Enfin, retrouver du sens au travail, c'est avoir la possibilité de dialoguer et d'alerter en cas de besoin sur ces conditions de travail et sur les dégradations des conditions de traitement. Cependant, si vous me permettez une remarque, si cet avis ne manque pas d'audition et de recueil d'informations de la part des professionnels concernés, il semble manquer de déplacements sur le terrain. On n'en décompte que 3, et ce, dans les 3 grandes métropoles. Il aurait été intéressant de diversifier ces déplacements, notamment dans le monde rural. Aussi, j'en arrive à mes questions. Y a-t-il une remontée plus récurrente que les autres de la part de ces professionnels lors des auditions? Enfin, quelles sont, selon vous, les priorités aujourd'hui, étant donné que vos travaux datent d'il y a 1 an et demi? Je vous remercie. Madame Valentin pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Merci Madame, Monsieur pour votre travail. C'est un secteur effectivement en souffrance et il est urgent d'avancer sur cette question. Alors qu'un rapport du 25 janvier 2021 du Haut Conseil du travail social a montré les difficultés conjoncturelles engendrées par la pandémie, le CESE a souhaité s'intéresser aux causes profondes du malaise qui traverse ce champ professionnel. De son avis adopté du 12 juillet 2022, le CESE a appelé à revaloriser en urgence les métiers de la cohésion sociale.
Aujourd'hui, le malaise de ces personnels est grandissant sur l'ensemble de nos territoires. Ils ne cessent d'exprimer leur inquiétude profonde sur le sens de leur engagement au service des Français, ainsi que sur leurs conditions de rémunération et d'emploi. Nous recevons régulièrement dans nos permanences, sans avoir de vraies réponses à leur apporter, et nous alertons depuis 2020. Leur rôle est majeur, il s'accroît en raison du virage domiciliaire. Le CESE avait à l'époque préconisé trois grands axes. Répondre en urgence à la pénurie et au malaise du secteur en rendant les métiers plus attractifs par le financement d'une hausse globale des salaires et une meilleure communication. Redonner la priorité au sens du travail par les meilleures conditions de travail et anticiper l'évolution des activités et renforcer la formation continue. Pourriez-vous nous donner un point d'étape sur ces mesures concrètement mises en œuvre et en ce sens? Il y a des disparités très importantes entre les territoires. Comment comptez-vous y remédier? Et selon vous, ne serait-il pas important de revaloriser le parcours de formation de ces professionnels? En effet, les métiers de l'action sociale ne sont pas toujours très bien identifiés dans les formations universitaires et ne mettent pas suffisamment l'accent sur la prévention des difficultés inhérentes aux missions des intervenants sociaux. Merci, Madame Bergantz, pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La force de notre République réside dans notre cohésion sociale. Nous vivons en communauté et chacun a à y prendre sa part. Certains d'entre nous s'engagent tout spécialement pour renforcer le vivre ensemble. Je pense bien sûr aux professionnels de l'intervention sociale, engagés au quotidien, et il faut le dire avec discrétion, auprès de nos concitoyens concernés par le grand âge, par le handicap, par la pauvreté, l'isolement ou la détresse sociale. Ici, au Parlement, nous réfléchissons et nous légiférons pour maintenir notre cohésion sociale. Mais, il faut bien le dire, nous parlons peu des professionnels qui mettent en œuvre nos politiques. À la lecture de votre rapport, il apparaît qu'un certain nombre de questions sont non tranchées, donnant lieu à des fractures profondes dans ces métiers. Concernant les bases d'une identité commune à une famille de métiers relevant du travail social, vous dites, je cite, que cette identité n'est pas suffisamment prise en compte comme point de départ d'évolution structurante, ni de mise en cohérence des conditions de formation ou de certification. Pourriez-vous revenir sur ce point ? Autre question, notre commission examinera prochainement une proposition de loi transpartisane visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale. Quelle préconisation de votre rapport vous semble la plus à même de soutenir les métiers de la cohésion sociale à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi? Je vous remercie. Monsieur Khaliffer, pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente. Au nom du groupe socialiste, recevez, Madame, Monsieur, nos félicitations et bien sûr nos remerciements pour ce travail au cœur de la cohésion sociale, nous dirons même mieux, au cœur de la souffrance professionnelle. Monsieur le rapporteur, j'ai lu votre avis sur les métiers de la cohésion sociale avec une attention particulière. Celui-ci invite les politiques à mieux accompagner et valoriser les professions de l'action sociale et éducative afin de lutter contre le manque d'attractivité de ces métiers. Ce travail était nécessaire, le malaise est grand, car ces professions qui contribuent au maintien de liens de solidarité et au développement de la vie sociale sont indispensables dans notre pays. Et pour dire vrai, je souhaite que le gouvernement saisisse vos préconisations, particulièrement la préconisation 19. J'ai toutefois quelques questions à vous poser. Dans votre première préconisation, vous invitez les institutions publiques ou privées à revaloriser le salaire des métiers de la cohésion sociale afin de contenir la pénurie et le malaise de ces professionnels. Qu'en est-il de la contractualisation? C'est là, selon nous, une préconisation que nous saluons et encourageons. Mais selon vous, comment peut-on s'assurer de manière pérenne de la valorisation salariale que vous suggérez? Le paragraphe 9 de la première partie du rapport évoque avec justesse la reconnaissance de la pénibilité et de la sinistralité des métiers de la cohésion sociale. Sur ce sujet, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous préciser vos préconisations? Enfin, ne craignez-vous pas que la politique de primes perdure au détriment, bien sûr, de la revalorisation des salaires? Je vous remercie. Merci, Monsieur Jernigon, pour le groupe Horizon. Vas-y. Merci Madame la Présidente, Monsieur Jeanne Rose, Madame Thierry, mes chers collègues. Je souhaite aujourd'hui saluer le travail réalisé dans le rapport « Les métiers de la cohésion sociale » que vous avez conduit.
Ce document riche et éclairant est un témoignage crucial de la réalité complexe que vivent les professionnels de la médiation sociale dans notre pays. Vous avez mis en lumière des problématiques essentielles, telles que la précarité, l'exclusion de l'emploi, l'isolement et les défis de la fracture numérique, soulignant leur impact profond sur le lien social au sein de notre communauté. Dans une société en constante évolution, où les crises économiques et sociales récentes ont exacerbé les besoins de solidarité, votre travail rappelle l'importance vitale de ces professionnels. Ils sont une des clés de voûte de notre cohésion sociale, agissant inlassablement pour maintenir le lien entre l'individu et la société, souvent dans des conditions difficiles. Votre rapport met également en exergue la nécessité d'une reconnaissance officielle et d'une valorisation accrue des métiers de la médiation sociale. Cela rejoint les préoccupations soulevées dans le rapport parlementaire de Patrick Vignal, Remettre de l'humain dans les territoires. Les propositions formulées dans ce rapport soulignent l'urgence de structurer, financer et former adéquatement ces professionnels dédiés à notre cohésion sociale. La proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par notre collègue Patrick Vignal vise à établir un cadre légal clair pour la médiation sociale et sera bientôt étudiée. En tant que législateur, nous avons la responsabilité de soutenir cette initiative, reconnaissant ainsi officiellement l'importance cruciale de ces métiers pour notre société. J'y vois personnellement un grand intérêt pour le maintien du lien social des seniors, notamment en zone rurale, qui peut constituer une population à risque, tant la désocialisation peut parfois se faire sentir. Dans cet esprit, pensez-vous que les équipes de médiation sociale à l'échelle communale devraient être encouragées partout et pour tous les types de publics, notamment compte tenu du vieillissement de la population, ou bien peut-être d'un autre échelon serait-elle plus adaptée comme le département? Je vous remercie. Merci. Madame Garin pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente et puis merci donc pour la présentation de cet avis sur les métiers de la cohésion sociale. Je vous remercie d'avoir particulièrement souligné la situation des travailleurs pauvres qui sont en réalité en grande majorité des travailleuses. C'est une question qu'on soulève plusieurs fois dans nos débats. On en a notamment parlé quand on a soulevé l'impact que pourrait avoir la réforme des retraites sur ces travailleuses pauvres, en l'occurrence, parce qu'on sait que, notamment dans notre pays, pour un tiers des familles monoparentales, qui sont en grande partie des femmes, eh bien, elles vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Et pour beaucoup, certaines d'entre elles sont à temps partiel et travaillent effectivement dans les métiers de la cohésion sociale, ou en tout cas dans les métiers du soin plus largement. Donc ça passe par nos aides-soignantes, les EHPAD, les femmes qui s'occupent de nos enfants aussi. Il est intéressant de souligner qu'on a parlé effectivement d'une revalorisation financière, et c'est vrai que nous, sur nos visites sur le terrain, on voit beaucoup cette question des tensions que ça a pu créer, le fait que les revalorisations ne touchent pas tous les métiers, et donc ça met en difficulté les équipes très concrètement au quotidien. Mais il est important aussi de souligner, et vous l'avez fait, que la valorisation financière, ce n'est pas que ça. Pour les métiers, il ne faut pas faire que ça. Il faut aussi revaloriser la place que ces métiers ont dans notre société. Ça passe effectivement, j'ai vu dans votre avis, il y avait une des mesures qui était la question d'une campagne de communication sur ces métiers qu'on a jugé essentiels pendant le Covid et qu'on a applaudi à 20h toutes les semaines et puis dont on n'a plus forcément beaucoup parlé ensuite. Mais aussi, je crois que c'est important d'aller faire ce pas vers la jeunesse. Vous parlez des campagnes de recrutement et des possibilités d'alternance, et je crois que ça, c'est vraiment fondamental en fait pour pouvoir construire les métiers de demain et pouvoir recruter massivement. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut parler de la question des moyens. Vous évoquez par exemple pour les professionnels de la petite enfance la question du taux d'encadrement. Ça, c'est un exemple très très concret qui fonctionne beaucoup. Moi, je vais vous prendre l'exemple pour les travailleurs sociaux qui font des maraudes, qui n'ont pas de place d'hébergement pour aller voir les personnes qu'ils rencontrent dans la rue. Et pour la première fois en décembre, ils étaient en grève et c'était assez inédit pour le secteur. Et ça montre bien qu'on ne peut pas tout attendre finalement des métiers de la cohésion sociale sans leur donner les moyens d'exercer leur métier. Je finirai donc par une question, puisque nous sommes face à un gouvernement qui refuse une grande secousse pour la revalorisation. Si nous devions faire qu'un seul petit pas en premier, lequel serait-il? Merci. Monsieur Monet pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente. À mon tour, à moi de vous remercier pour ce rapport intéressant, instructif, avec des préconisations tout à fait intéressantes. D'ailleurs, il faut souligner qu'elles ont reçu validation de l'ensemble, je dis bien de l'ensemble des organisations syndicales, qui sont représentatives du monde du travail. Moi, j'aimerais vous questionner, ou en tout cas vous entendre sur 3 sujets particuliers qui me semblent constitutifs de l'organisation de ce secteur. Tout d'abord, c'est la question de l'évaluation. On voit bien que ce sont des métiers où il faut prendre le temps de la relation, et que le temps de la relation ne s'évalue pas tel que nous proposent les outils actuels. C'est-à-dire qu'à travers les outils d'évaluation, on a le sentiment qu'on cherche à rentabiliser cette relation qui prend du temps. Et du coup, les professionnels n'arrivent pas à rendre compte correctement de leur travail et de la qualité de leur travail.
Que pouvez-vous nous dire de cette nécessaire évolution des outils d'évaluation? La deuxième chose, c'est un secteur qui s'est dégradé très rapidement. Il y a 20 ans, quand on rentrait comme éducateur en tant que professionnel, on avait un bon salaire, on était reconnu et des bonnes conditions de travail. Donc ce secteur s'est dégradé très rapidement et j'aimerais savoir si vous faites une relation avec des choix stratégiques qui s'opèrent dans le secteur et qui consistent à regrouper des structures. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, mais pas forcément au niveau national, aussi au niveau local, dans les départements, demandent à ce que les associations se regroupent. Donc on crée des hyperstructures qui modifient de façon profonde l'organisation du travail. Est-ce que vous pensez que ces regroupements, et maintenant on a des opérateurs énormes dans le social, je ne vais pas en nommer, mais vous les connaissez comme moi, et donc ça change l'organisation du travail. Est-ce que vous pensez qu'il y a concordance entre cette dévalorisation des métiers du social et ce regroupement de ces structures? Et puis ma troisième et dernier sujet, vous l'avez évoqué à la fin de votre propos, c'est la question des appels à projets, où quand même aujourd'hui, il faudra bien qu'on revoie le financement de ces structures, puisque les appels à projets conditionnent en partie l'organisation du travail, sans partir des besoins réels des populations, mais en fonction de choix politiques qui sont parfois intéressants, mais qui sont réfléchis ailleurs que dans les métiers concernés. Merci. Monsieur Panifous pour le groupe Liot. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, merci pour votre travail. J'aurai, sur les métiers de la cohésion sociale, 3, peut-être 4 questions à vous poser. La première, sur la nécessité de revaloriser les salaires et de répondre au déficit d'attractivité de ces métiers. Notre groupe, à travers David Opiec, n'a cessé de demander de régler la question des oubliés du Ségur, notamment pour la filière socio-éducative. Le rapport que nous avions demandé au gouvernement l'an dernier évalue aujourd'hui à 12 000 le nombre d'oubliés. C'est un combat important pour valoriser et reconnaître l'engagement et le travail de toute la profession pendant la crise Covid, mais aussi au-delà. L'avis du CESE date de juillet 2022. Y a-t-il eu des améliorations? Des filières sont-elles plus en difficulté que d'autres? Une priorité sur la question des rémunérations est-elle identifiée? Deuxième question, l'avis du CESE souligne que la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social de 2022 n'a pas su répondre à l'ensemble des attentes, notamment car elle a laissé à l'écart de nombreux professionnels et car elle s'est centrée sur des questions de rémunération, de formation, de qualité de vie et de conditions de travail. Quelles sont les priorités à mettre en œuvre au-delà de ces questions? Sur le point spécifique des accompagnements d'enfants en situation de handicap, on constate que la création d'un vrai statut professionnel n'est pas encore aboutie. Les CDD et les temps partiels sont encore la règle et les niveaux de rémunération en deçà du seuil de pauvreté. Certains proposent d'intégrer les AESH aux fonctionnaires de l'éducation nationale. Que pensez-vous de cette proposition? Enfin, sur les assistants familiaux accueillant des enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance, une inquiétude. La loi Taquet sur la protection des enfants devait améliorer la situation. Or, les premiers retours peuvent être inquiétants. Certains estiment qu'elle a même dégradé l'attractivité avec de nombreuses démissions. Avez-vous des retours sur ce sujet? Des raisons pour expliquer cette dégradation? Éventuellement des pistes d'amélioration? Je vous remercie. Merci. Nous avons maintenant plusieurs questions complémentaires de collègues. Madame Vidal. Merci Madame la rapporteure, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Merci pour la qualité de vos travaux et leur présentation très claire et synthétique. Les métiers de la cohésion sociale, et nous partageons tous cela dans leur diversité, jouent un rôle essentiel dans notre société. Ils contribuent au maintien des liens de solidarité et au développement de la vie sociale et citoyenne du pays. Vous dites dans votre rapport que 2 personnes sur 3 vit au moins avec une forme de vulnérabilité et que chaque personne reçoit au moins une fois dans sa vie le soutien de ces professionnels pour pouvoir jouir pleinement de leurs droits. Votre rapport aborde avec acuité les multiples défis et difficultés auxquels ces professionnels sont confrontés. Il est raisonnable de penser que face à l'évolution démographique, les besoins de la population auxquels ces métiers répondent ne cesseront de croître, tandis que ces métiers font face à un défaut d'attractivité majeur. Parmi les pistes d'amélioration à court terme et à long terme que vous proposez, plusieurs ont retenu mon attention tant ils viennent en écho avec la proposition de loi visant à bâtir la société du bien vieillir portée par notre majorité, votée en première lecture et dont l'examen débute aujourd'hui même au Sénat. Lutte contre les maltraitances, prise en compte des temps de travail, renforcement des espaces de concertation, simplification des modes de financement, loi de programmation pluriannuelle,
enjeux de la certification, bref, beaucoup de préconisations de votre rapport trouvent une réponse dans cette proposition de loi. Pour autant, la question de l'attractivité de ces métiers reste très prégnante. Aussi, la question que j'aurais à vous poser, c'est quelles sont vos préconisations pour donner envie de s'engager dans ces métiers dont nous avons tant besoin. Je vous remercie. Monsieur Daréville. Merci Madame la Présidente. Je voudrais commencer évidemment par, à mon tour, vous remercier pour ce travail, pour ce rapport qui mérite d'être connu. J'ai bien noté l'attention que vous accordez à la nécessité d'une meilleure reconnaissance salariale du travail fourni par les travailleurs et travailleuses sociaux. Évidemment, ça nous invite à peut-être plus investir dans l'action sociale elle-même dans notre pays. Poser la question des moyens dont dispose l'action sociale est tout à fait décisif. On note aussi des phénomènes de précarisation, je crois que vous les évoquez aussi dans votre rapport, peut-être pourrez-vous nous en dire quelques mots, et de temps partiel, qui peuvent aussi poser problème. Mais Marie-Charlotte Garin le disait il y a quelques instants, la question du sens du travail est décisive. Et lorsqu'on a le sentiment finalement de ne pas pouvoir faire ce pourquoi on s'est engagé dans ce travail, ça devient très difficile et on constate cette perte de sens dans les métiers du travail social de manière considérable. Donc je crois qu'il y a véritablement nécessité d'agir sur cette question-là, sur la question des moyens et des leviers disponibles et mobilisables. Je voudrais vous demander ce que vous pensez de la place de la puissance publique. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de dédouanement parfois au fil du temps? Quelle est l'évolution des choses dans l'organisation du travail social? Et comment la puissance publique, l'État lui-même, peut-être les collectivités, peuvent mieux y prendre leur part? À quoi faut-il être attentif dans l'organisation elle-même du travail? Mon collègue Yannick Monet évoquait les regroupements qui s'opèrent. Vous évoquez les appels à projets, le fonctionnement par appel à projet. Comment peut-on faire en sorte que l'État lui-même ne se dédouane pas et prenne toute sa part dans l'action sociale? Madame Janvier. Merci Madame la Présidente et merci beaucoup Madame et Monsieur le rapporteur pour la qualité de votre travail qui vient à point nommé puisque je crois que nous sommes nombreux à être sollicités, alertés par les travailleurs sociaux et par les directeurs aussi de ces structures qui peinent à recruter. Et c'est sur les difficultés que connaît ce secteur. Moi, je voudrais revenir notamment sur votre préconisation 6 ainsi que la 12, qui finalement alerte sur, eh bien, et ça rejoint ce qu'ont dit un certain nombre de collègues sur la perte de sens, sur la place qu'a pu prendre la démarche d'évaluation, de contrôle, les démarches aussi de qualité. Et pour avoir participé à leur mise en œuvre dans le secteur, je vois bien ce dont on parle et je vois bien comment eh bien, c'est une façon finalement de préempter des ressources budgétaires et humaines au service d'outils de reporting et de mesures qui sont certes indispensables, mais qui, je crois, eh bien, éloignent de la vocation originelle de ces travailleurs sociaux. Donc je vous rejoins tout à fait sur la nécessité d'une évaluation qualitative et peut-être moins inspirée de ce qui se passe dans le sanitaire. Et à ce sujet, moi, je fais partie de ceux qui regrettent la fusion de la HAS et de la NESM. Un point de détail, pour le coup, sur lequel je suis peut-être moins en accord, c'est dans votre préconisation 14, où vous proposez de transformer finalement le mode et le support de contractualisation. Et je note que dans vos objets, les 4 objets que vous citez, il y en a quasiment 3 sur 4 qui concernent l'organisation du travail. Et il me semble que la question de la qualité de l'accompagnement des usagers et le respect des droits des usagers doivent rester quand même évidemment au centre du contrat qui lie le financeur à l'opérateur. Je vous remercie. Madame Dubré-Chirat. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame et Monsieur pour la présentation de votre rapport qui, comme d'habitude, dans le cadre du CESE, sont des rapports très pertinents.
Je voudrais insister sur le fait que vous avez évoqué, notamment sur le ciblage des personnes concernées, à savoir les femmes, plus majoritairement, les salaires bas et l'activité à temps partiel qui, comme on le constate tous, font les frais, entre guillemets, de cette désaffection de ces métiers. Le constat, c'est aussi qu'on arrive à une période d'augmentation des besoins de la population à domicile et d'une baisse des ressources par manque d'attractivité. Cette attractivité, vous l'avez recensée avec un certain nombre de possibilités, mais qui doit passer, j'imagine aussi, par l'information, la présentation de ces métiers sous des formes positives et une formation de qualification pour mieux reconnaître les activités menées par ces personnes auprès de personnes vulnérables. Il y a une expérimentation qui se fait dans la région PACA avec des personnes issues de l'immigration qui sont préparées à ces métiers à cohésion sociale. Il y a aussi l'évaluation du temps passé, vous l'énoncez dans vos recommandations. Je pense que c'est impératif parce qu'on a vu quand même régulièrement passer des temps très courts sur des services aux personnes. Et puis le financement des organismes aussi. On se confronte comme auprès des personnes âgées à des organismes très différents, à statut très différent, pour lesquels il est difficile d'arriver à poser une harmonisation des types de financement. Et puis surtout l'évaluation. Je pense qu'on fait un certain nombre de lois, on prône un certain nombre d'actions et on n'évalue pas assez le travail effectué sur le terrain qui permettrait d'accéder à des aides plus pérennes. Monsieur Clouet. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur, pour la présentation de ce très bon avis et son contenu, qui, je le remarque, suscite beaucoup d'adhésion dans la commission, donc c'est une bonne chose. En effet, je pense qu'on a un accord, quel que soit le groupe auquel on appartient, sur le fait que le travail social et les 13 diplômes qui sont associés sont une condition de l'exercice de la citoyenneté dans notre pays, puisqu'on a 2/3 de nos compatriotes qui connaissent une situation de vulnérabilité. Ça peut être soit des questions de problèmes de santé, soit des questions de mal logement, soit des questions d'isolement, soit évidemment la pauvreté sur le plan le plus matériel. Or, ce que vous soulignez bien dans la vie, c'est qu'en même temps qu'on a des besoins croissants et une majorité de la population qui en demande pour exercer son droit à l'existence de ce soutien-là, on a aussi des établissements qui peinent à recruter et des professionnels qui peinent à trouver le sens que devrait recouvrir leur activité, en tout cas le sens qu'on aimerait bien pouvoir leur donner. Donc ces préconisations, du côté du groupe de la France Insoumise, elles nous vont totalement sur évidemment le financement d'une hausse des salaires, l'extension de la prime Ségur, le renforcement des capacités d'alerte des professionnels ou encore la fixation d'un niveau d'encadrement. Peut-être une interrogation qui subsiste de mon côté, c'est sur les modalités de financement. Vous appelez à les repenser, notamment au travers de l'utilité sociale. Est-ce que vous avez des exemples sur le territoire d'institutions qui opéreraient avec ce type d'indicateurs, à partir desquels on pourrait travailler et avancer, ou des exemples à l'étranger, par exemple, nous permettant peut-être de concrétiser cette orientation que vous suggérez, qui me paraît effectivement de bon sens, puisqu'elle vise à gouverner selon les besoins des personnes, des établissements qui sont concernés, et nous permettrait peut-être d'avoir des cas concrets à partir desquels imaginer les métiers de demain. Madame Hugues. Merci Madame la Présidente. Madame, Monsieur les rapporteurs, il y a plus d'1 an et demi, le Conseil économique, social et environnemental rendait un rapport sur les métiers de la cohésion sociale. En novembre 23, c'était au tour du Haut Conseil du travail social de remettre au gouvernement son livre blanc du travail social. Ces 2 documents convergent tant par leurs constats que par leurs recommandations, difficultés de recrutement, en particulier chez les jeunes, nécessité de lancer une campagne de communication, évolution de la gouvernance des métiers, co-construction par les professionnels. La méthode Buurtzorg, originaire des Pays-Bas, propose un modèle de simplification des procédures et de la communication pour permettre aux soignants de se concentrer sur la prise en charge du patient. Il s'agit de mettre en place un système d'échange de connaissances, de suivi des patients, de planification des soins avec une dimension d'horizontalité dans la relation entre les professionnels. Pensez-vous que cette méthode soit une voie de simplification et d'amélioration de la qualité du travail des métiers du soin dont la France pourrait s'inspirer? Je vous remercie. Monsieur Delaporte. Merci Madame la Présidente.
Merci infiniment pour ce rapport qui a le mérite de poser un certain nombre de diagnostics qui, je pense, et à en écouter la tonalité des échanges ce matin, sont partagés par les collègues de la commission qui, voilà, au quotidien, sont sollicités par des personnes qui travaillent dans ces métiers de la cohésion sociale et qui leur font part de leur désarroi. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en rendez-vous avec certains de ces acteurs qui me faisaient part à la fois de la pression qui est exercée par les pouvoirs publics, notamment avec des logiques de financement qui voilà, les mettent en tension sans pour autant financer suffisamment la qualité du service, mais par ailleurs par les acteurs de terrain eux-mêmes sur qui cette pression rejaillit. Et donc vous mettez en évidence dans votre première préconisation la question des risques psychosociaux, de la prévention de la pénibilité. Et j'aimerais, si vous pouvez, aller vous entendre un peu plus sur cette question de la manière de prévenir la pénibilité, à la fois sur les risques psychosociaux, mais plus largement sur la pénibilité dans ces métiers. Que préconisez-vous concrètement? Quels sont éventuellement les types d'indicateurs que vous pensez qu'il faudrait mettre en place? Est-ce qu'il s'agit simplement des formes d'organisation du travail? Est-ce qu'il y a aussi de la pénibilité physique à prendre en compte? Si oui, comment? Bref, c'est un enjeu et voilà, je pense que vous ne l'avez pas forcément beaucoup développé dans le rapport, mais comme c'est une des préconisations centrales de la préconisation numéro 1, voilà, j'aurais aimé avoir éventuellement un peu plus de détails sur ce point. Et donc, merci encore pour le travail que vous faites. Et j'espère que le gouvernement l'entendra, tout comme il prendra également en considération les préconisations du rapport Klein présenté en décembre dernier. Madame Cornelou. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Le CESE a souhaité s'intéresser aux causes profondes de malaise qui traversent ce champ professionnel et j'en suis tout à fait ravie parce que c'est un défi majeur. Dans son avis adopté le 12 juillet 2022, le Conseil économique, social et environnemental a appelé à revaloriser en urgence les métiers de la cohésion sociale. Je reçois à ma permanence, comme certainement beaucoup de mes collègues, des personnels qui effectivement témoignent de leur profonde inquiétude par rapport à l'avenir et qui souhaitent renforcer l'attractivité de ces métiers. Ils évoquent le besoin d'une plus grande autonomie, le fait qu'on leur fasse davantage confiance, et très souvent, ils évoquent un souhait d'expérimentation qui pourrait être ensuite évalué. Ils trouvent qu'il y a une vraie rigidité aujourd'hui qui est très négative par rapport à leur exercice. Ils souhaitent bien évidemment une meilleure formation, puisque nous avons le défi devant nous d'un vieillissement tout à fait inédit, avec un nombre de personnes de 85 ans et plus qui va énormément augmenter, et des personnes qui majoritairement souhaitent rester à leur domicile, alors que nous avons déjà aujourd'hui des refus de prise en charge. Donc oui, plus d'autonomie, plus de confiance, plus de reconnaissance également, des conditions de travail qui soient adaptées à leur vie personnelle, et bien sûr une meilleure rémunération. Vous avez formulé dans le rapport un certain nombre de préconisations. Quelles sont, selon vous, les priorités par rapport aux actions à mettre en œuvre? Je vous remercie. Merci. Nous avons terminé avec les questions complémentaires des députés. Je redonne la parole à monsieur le rapporteur pour y répondre. Merci pour vos riches questions. Je vais essayer du coup à la fois de balayer, d'y répondre et sans en oublier les principales. Mais avant, je vais faire un pas de côté. En préambule du rapport, on a cité la définition du travail social. Je crois que ce point, il est hyper important parce que vous avez parlé à plusieurs de la question de l'identité de ces métiers. À quoi servent ces métiers? Cette question, il faut qu'on puisse y répondre pour comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils sont inconsidérés ou mis de côté. Ces métiers, je suis obligé de faire de la lecture, mais ces métiers permettent à des personnes d'accéder à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale, à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir le changement social, le développement social et la cohésion. La cohésion n'est qu'un des buts de ces métiers. Les deux autres buts, c'est le développement et le changement social. Et ça, c'est quelque chose qu'on leur a retiré et c'est ce qui leur fait le plus souffrance, je pense. La possibilité d'être des vigies sociales et d'être reconnus en tant que tels, de pouvoir dire « là, j'ai vu des situations qui ne sont pas normales et qui sont indignes des droits fondamentaux et il faut pouvoir y répondre ». Et cette possibilité-là leur a été retirée
petit à petit. À la fois pendant le rapport, je l'ai entendu, depuis, et vous en doutez, j'ai fait quelques déplacements, je crois que j'en suis à 80 environ sur le terrain, pour présenter et le mettre en débat avec des collectifs de professionnels. Ce sujet, il revient tout le temps. Dans les formations, la compétence a été enlevée. Le fait d'avoir décentralisé la protection, la politique d'action sociale, et en même temps qu'on a décentralisé, on a enlevé les espaces de concertation locaux qui permettaient pour le coup de pouvoir avoir un rôle de vigie sociale. Donc ça a été enlevé, ce qui était appelé les CLICOS. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'espace de vigie sociale collective. C'est sectoriel. Alors c'est intéressant et important que ce soit fait de façon sectorielle, mais ça ne donne pas à voir potentiellement l'état plus transversal des sujets, parce que quand vous intéressez seulement au bienveillir, et je pense qu'il faut le faire, du coup vous n'arrivez pas à traiter en transversalité de là où en est la population en général, et c'est ça que ces métiers peuvent faire. La polyvalence de secteur était un élément incontournable pour pouvoir répondre aux besoins, être en contact, assurer la présence dans tous les territoires, qu'ils soient ruraux, quartiers, centre-ville, et aujourd'hui elle se sent complètement mise à mal, parce qu'effectivement la notion de généraliste de l'action sociale, elle a été enlevée. Aujourd'hui, on veut des spécialistes au travers de l'acte potentiellement, et donc l'aspect généraliste, du coup, on le perd en même temps. C'est important de revenir à ça parce que du coup, il y a besoin de temps et de présence. Quand on paye dans ces métiers-là, ce qui est important pour qu'ils puissent travailler, c'est d'avoir le temps de réfléchir et le temps d'être avec autrui. Dans les consultations qu'on a pu mener, vous avez le retour des personnes accompagnées ou de leurs proches aidants qui disent que les professionnels font de moins en moins preuve d'empathie. Vous avez les professionnels qui disent on a de moins en moins le temps d'écouter les personnes. Bon, je pense que c'est relativement cohérent et que ça dit les deux faces d'une même pièce. Et donc ce temps-là, c'est pour ça que nos préconisations, elles se centrent sur l'organisation du temps de travail et sur le fait de redonner au moins à l'employeur, si ce n'est au collectif de travail, la possibilité de penser leur organisation du travail. Aujourd'hui, les modes de contractualisation font que, de fait, les tutelles financières sont les premiers employeurs. C'est elles qui imposent des cadences et des façons de travailler. C'est pour ça qu'on traite la question du CEPOM, de la contractualisation, et qu'on est à ce point-là axé sur les conditions de travail. C'est parce que, de fait, ça veut dire que le département ou l'État ou l'ARS, n'importe quel financeur, de fait, organise le travail. Et puisqu'il organise le travail alors qu'il n'est pas sur le terrain pour savoir est-ce que là, aujourd'hui, il faut libérer plus de temps à droite ou à gauche, du coup, ça crée un hiatus où des professionnels sentent bien qu'ils ne font pas le travail tel qu'ils l'aimeraient. Et là-dessus, il y avait eu une professionnelle qui avait donné un exemple qui me semble assez intéressant, qui disait avant mon travail, c'était d'écouter la personne et de créer du lien de confiance pour ensuite lui permettre à elle de résoudre ses problèmes. Aujourd'hui, mon premier travail, c'est de faire entrer cette personne dans les cases dans lesquelles on m'a demandé d'agir. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un travail à la fois réglementaire et législatif pour desserrer ces cases-là. Parce qu'elles sont devenues à un point de spécialisation qui ne permet plus le travail. Donc il faut pouvoir les redesserrer et redonner un peu de liberté d'initiative et d'autonomie effectivement aux professionnels. Deuxième point, vous avez parlé beaucoup du sens du travail dans le fond. Moi, il y a une définition qui m'a beaucoup marqué pendant tous les travaux qui était issue de la DARES, qui parlait de l'éthique, qui parlait de le sentiment d'utilité sociale notamment, et la capacité à se développer d'un point de vue professionnel. Sur la question éthique, je vous ai lu la définition du travail social, et vous voyez bien que si jamais j'arrive pas à la mettre en place, cette définition, si j'arrive pas à écouter la personne ou à lui permettre d'accéder aux droits fondamentaux, je vis un conflit éthique qui est source de souffrance. Cette notion-là n'est pas présente dans quelles que soient les nomenclatures du travail. Donc vous me demandez comment est-ce qu'on peut mieux les reconnaître ? Eh bien, en faisant évoluer les nomenclatures qui regardent le travail et qui du coup organisent à la fois les services de santé-prévention et à la fois les obligations employeurs. Il y a la notion de développement professionnel, c'est-à-dire que quand je vais au travail, c'est aussi pour apprendre quelque chose et me développer moi-même. Aujourd'hui, l'accès à la formation continue n'est plus possible par des dispositions législatives, c'est-à-dire que c'était un secteur qui s'était structuré avec d'un côté les certifications et de l'autre côté tout un tas de formations non certifiantes, mais nécessaires pour l'action, que ce soit les groupes d'analyse de pratique ou des formations plus complémentaires. Aujourd'hui, celles-ci sont rendues quasiment impossibles à financer par les fonds de la formation professionnelle puisqu'on veut des formations certifiantes. Là, il y a un sujet sectoriel à se poser, c'est comment est-ce que dans ce secteur, on peut continuer à se former sans nécessairement passer par la certification. Et nous, on a buté nous-mêmes dans la commission, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps pour parvenir à un accord, parce que vous savez que le CESE représente beaucoup d'organisations, parvenir à un accord à quoi devrait ressembler finalement
soit des nouvelles certifications, soit un autre type de mode de financement. Mais c'est un chantier qui est ouvert et qu'il faut en tout cas ouvrir très clairement et sur les plus bas niveaux de diplôme ou pas forcément pour monter au niveau master, etc. C'est déjà pour les professionnels, je vais dire de base, de terrain, enfin voilà, le plus grand nombre en tout cas. Donc là-dessus, on a buté. Et enfin, sur le sentiment d'utilité sociale, ça va me permettre de faire le lien avec la question de l'évaluation. Dans les professionnels, mais surtout dans les organisations qu'on a pu rencontrer et qu'on a pu rencontrer après, beaucoup ont dit « nous sommes utiles socialement ». Et je pense que là, dans vos expressions, ça revient, etc. Mais en fait, ça ne suffit pas. Et ce n'est pas ça qui garantit aux professionnels ou aux salariés de se sentir utiles. Lui, ce qu'il a besoin de savoir, je vais prendre l'exemple d'une femme qui travaille en périscolaire ou en crèche, enfin en tout cas avec des jeunes enfants. Elle va se poser une question, c'est quand est-ce que cet enfant va réussir à être propre sur lui-même? Comment je vais y arriver? Parce qu'il fait face à telle ou telle difficulté, etc. Comment est-ce que je vais y arriver? Et puis il y a un jour, elle est heureuse, il est enfin propre, il est sorti des toilettes, le pantalon sur lui, il n'y a rien à côté. Ça peut paraître trivial, mais c'est un long travail en fait pour des professionnels. Le soir même, quand on lui demande comment la journée s'est bien passée, on ne lui demandera pas du tout d'évaluer est-ce que les enfants sont devenus propres. On lui demandera combien d'enfants sont venus, combien de temps elle a passé avec chaque enfant éventuellement, combien de repas. Enfin, vous voyez, on va compter ce qui s'est passé, mais pas est-ce que ça a produit des effets et surtout quels sont les effets que ça produit sur les enfants. Donc sur l'évaluation, c'est ça concrètement qu'il faut venir traiter. C'est venir par l'évaluation poser des actes qualitatifs. Et aujourd'hui, l'action sociale, enfin la politique publique, n'arrive qu'à l'envisager d'un point de vue quantitatif en comptant le nombre d'actes qui sont produits ou pas produits. Et il est là le premier sujet de l'évaluation. Et donc pour les professionnels, ça veut dire que ça rend invisible complètement le travail qu'ils font. Quand vous vous retrouvez à des moments d'assemblée générale, quand vous vous retrouvez à des moments des grands temps où on se regarde un peu pédaler et travailler, vous avez des éléments quantitatifs et vous avez des valeurs qui sont mises en face. Mais vous n'avez pas qualitativement ce qu'on a pu réaliser là-dessus. Par ailleurs, ça rend invisible aux yeux du législateur ou aux yeux des tutelles ce qui est vraiment fait sur le terrain. Et en fait, elles ont l'impression d'avoir de l'information. Je pense qu'elles-mêmes, si on devait interroger ceux qui administrent les dossiers, etc., diraient que c'est bien, ils ont plein de chiffres, mais ils ne savent pas quoi en faire, globalement. Ça, on a pu l'entendre aussi. Et donc, c'est aussi redonner un peu de respiration sur le sujet. Donc, si on traite de la question de l'évaluation et de l'utilité sociale, vous avez des exemples. Alors, je pense à la Fédération des centres sociaux et de la Fonda qui nous ont parlé explicitement des expérimentations qu'il y avait en cours. L'Avise également travaille sur le sujet. Donc, il y a des expérimentations qui sont en cours et que nous, on appelait de nos voeux à venir regarder plus précisément, voire à généraliser en termes d'expérimentation de façon générale. Sur la contractualisation, j'y reviens. Vous demandiez une des préconisations. Je pense que vous avez aujourd'hui les CVS qui sont pensés, conseil de vie sociale, ça doit vous parler. Alors ça n'existe pas dans le champ de l'animation, je le précise. Dans le champ de l'animation, l'association des enfants au mode de fonctionnement de la LSH n'est pas garantie en tant que telle. C'est-à-dire que c'est une obligation de formation ou une mission, mais il n'y a pas un espace CVS tel qu'il existe. Or, on l'a traité dans la vie comme les autres. Et donc, on a fait une préconisation sur le sujet comme l'association des familles. Mais au-delà de ça, en fait, vous avez d'un côté les CVS qui vont dire quelque chose du fonctionnement, et vous avez de l'autre les professionnels qui vont dire via leurs représentants syndicaux ou pas syndicaux, ça dépendra des élections, quelque chose du fonctionnement. L'enjeu, c'est sans doute que l'un et l'autre puissent rediscuter ensemble du fonctionnement, c'est-à-dire que les uns et les autres puissent se dire ensemble à quel moment donné on a besoin d'être ensemble, sur quoi on a besoin de vous, sur quoi, etc. Bref, qu'ils puissent avoir cet échange-là, que ça relibère un peu de place là-dessus. Et donc, c'est une des préconisations qu'on fait sur l'évolution des CVS et des espaces de dialogue et de concertation au sein même des employeurs. Vous parliez, certains ont pu parler de la taille des structures. C'est un sujet important. Je ne pense pas que ce soit du fait, en tout cas, rien ne nous a donné à croire que c'était les structures qui d'elles-mêmes avaient décidé de grossir, en disant il faut grossir, on a envie de grossir. Au contraire, je pense qu'ils sont plus contraintes par des enjeux de contractualisation, encore une fois. La façon dont on contractualise l'action génère de facto la mutualisation des services. Et là, ce qu'on va opérer, ce qu'on va voir, ce qu'on a pu observer, c'est des tensions verticales et horizontales entre des établissements. L'ensemble du champ social est structuré par des projets d'établissement. Chaque établissement a son projet. Chaque établissement doit réfléchir à comment est-ce qu'on veut agir, etc. Puis, vous avez un siège qui, lui, doit gérer potentiellement 40 ou 50 établissements.
Humainement, c'est impossible quand je suis chargé de la cohérence éducative, par exemple, de 50 établissements, de diviser mon cerveau en 50 pour vraiment assurer aux 50 établissements le fonctionnement qui est adapté au leur. Et donc, de fait, cette mutualisation, elle va créer cette tension-là. Et vous avez aussi des managers de terrain qui sont peut-être présents, mais qui n'ont pas les moyens de prendre les décisions qui leur sont demandées par leurs équipes. Donc là, il y a un sujet effectivement à regarder. Et par ailleurs, vous avez des cadres de siège qui ne sont pas mieux. Ce n'est pas des personnes qui se gargarisent de pouvoir piloter les autres. Ils se sentent aussi en tension et en difficulté là-dessus, soit parce que vous avez des personnes qui arrivent d'autres secteurs d'activité et qui y développent des outils du management qui ne sont pas pensés par le secteur initialement. Et donc nous, on s'est posé la question, est-ce qu'il existe un management spécifique au social? On pourrait poser la question, est-ce qu'il existe un management spécifique au champ de la santé aussi, par exemple? Ça a été une de nos questions. Ou est-ce qu'on peut emprunter les outils de façon indiscriminée? Voilà ce que je voulais, sur les quelques points sur lesquels je voulais revenir. Le CEPOM, on y tient à nos 3 points sur la question de l'organisation du travail. Je pense que vous aurez compris pourquoi. C'est-à-dire que si ce point-là, et c'est l'enjeu de ce rapport, c'est de dire, habituellement, on regarde la politique sociale à l'aune des personnes et de ce qu'on souhaite leur apporter ou pas. Et c'est un point fondamental. Il faut le garder, cet angle d'attaque-là. Ce que ce rapport propose, c'est de regarder par l'angle des professionnels et des moyens, comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser pour répondre à ces personnes-là. Et il faut absolument s'y intéresser parce que sinon, toutes les belles intentions qu'on pourrait avoir vis-à-vis des personnes concernées, du coup, vont tomber à l'eau. Sur la question de la communication, j'enchaîne si tu veux interrompre. Sur la communication, vous y êtes revenu. C'est vrai qu'on a fait une préconisation dessus parce que il fallait la faire. De toute façon, il faut communiquer sur le champ. Néanmoins, il y a une alerte à faire, c'est que communiquer sur des diplômes ou des titres professionnels au même moment où la question du soin disparaît des médias culturels quels qu'ils soient, ou des discours politiques, de fait, ça ne marchera pas. Imaginez qu'à 18 ans, vous n'avez jamais été confronté avant culturellement au fait qu'il y a des personnes âgées et qu'il faut s'occuper d'elles et que ce n'est pas seulement sale ou indigne. Si vous n'y avez jamais confronté, ce n'est pas parce qu'on aura fait une super campagne de communication en lien avec Parcoursup que vous aurez envie d'y aller. Et en fait, dans ces métiers-là, si c'est d'abord des femmes qui y sont, c'est aussi parce qu'elles ont été socialisées dans le fait de prendre soin des autres. Or, que ce soit les garçons ou les femmes aujourd'hui, ils sont de moins en moins socialisés à l'idée de prendre soin des autres. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, je soutiens notre préconisation sur la communication en y rajoutant cette alerte en disant attention, ce n'est pas une communication sur les diplômes qu'il nous faut, c'est une communication bien plus vaste sur les enjeux du soin. Et aujourd'hui, force est de constater, et je parle en mon nom, qu'il n'y a pas de discours politique clair sur la question du prendre soin des autres. Il n'y en a pas du tout d'ailleurs, qui permettent d'imprimer et qui permettent aux gens de considérer que c'est une priorité nationale que de prendre soin des autres. Aucun discours le permet. Et donc, de fait, tout discours qui porterait sur le reste à côté tombe et est caduque de facto. Le deuxième point, c'est que ces métiers, ils fonctionnent pas seulement par des campagnes publiques, ils fonctionnent aussi par le bouche à oreille. Et aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont en souffrance. On a eu du mal dans la commission à savoir si oui ou non il fallait le nommer comme tel, ou si c'était dur, si c'était pas suffisamment pudique. Moi, je pense qu'il faut dire que des gens souffrent. Là, nous avons des travailleuses et des travailleurs qui souffrent sur le terrain, des professionnels, des gens qui ont un métier, qui ont un savoir-faire, qui souffrent de ne pas pouvoir le réaliser et qui souffrent dans leur vie personnelle également. Or, s'ils souffrent, vous doutez bien que le soir ou le dimanche, quand ils seront au repas de famille, ils ne diront pas à aux enfants qui sont au repas de famille d'aller sur ce terrain-là. Et donc là, on a un deuxième problème, c'est que tant qu'on ne gère pas et qu'on n'assure pas à ces professionnels d'arrêter de souffrir et même de pouvoir mieux vivre, tant qu'on ne leur permet pas ça, eh bien, de fait, ce seront on n'arrivera pas à y voir une bonne campagne de communication qui passe par le bouche à oreille. Et aujourd'hui, les outils de la politique publique passent bien plus sur la question de la communication sur les diplômes. Mais j'y viens quand même parce qu'il y en a eu une pendant le rapport qui a été faite suite au Ségur social. Il y a eu une campagne de com qui a été diffusée. Les professionnels qu'on a rencontrés étaient quand même relativement dubitatifs. Là, je vais le mettre un voile pudique. C'est-à-dire que certains trouvant que c'est tout à fait bien d'avoir enfin une campagne de com, et d'autres disant « mais c'est pas mon métier qui est montré ». En fait, on le dit dans la vie, les campagnes de com, on passe à côté d'une chose essentielle, c'est de marquer la question de la présence. Et donc, du coup, vous allez avoir des campagnes de com avec des gens qui sont tous sourires, globalement, très contents d'être les uns avec les autres. Or, dans le quotidien, c'est pas vraiment ça. On n'est pas toujours en train de sourire, etc. On n'est pas toujours sur le terrain de basket. Je pense à une affiche où il y a 2 personnes sur un terrain de basket. Ça pourrait être chouette, mais c'est pas le quotidien. Et donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu en termes de communication à montrer le quotidien de ces personnes. Voilà sur lesquels je voulais revenir sur la question de la communication qui est bien plus vaste que seulement communiquer sur des diplômes qui ne sont pas les seuls. Vous êtes revenu sur la médiation sociale et ce qui va me permettre de faire un point sur le travail social et éducatif. Ce n'est pas 13 diplômes d'État, en tout cas ce n'est pas l'angle qu'on a pris. C'est 13 diplômes d'État certes,
c'est très certification professionnelle, mais c'est aussi beaucoup de métiers de professionnels qui sont arrivés par le moyen universitaire, par le champ universitaire. Et il faut, si on est sur les 13 diplômes d'État, du coup, on n'arrive pas à penser le champ universitaire parce que lui, il n'a pas des diplômes d'État, il a des diplômes universitaires par définition. Or, aujourd'hui, vous avez les buts. Donc, j'arriverai pas aujourd'hui à faire l'acronyme parce que mon cerveau commence à fatiguer, mais vous avez les buts qui sont arrivés et qui créent un flou parce que vous avez un but éducation spécialisée. Sauf que ce n'est pas le diplôme d'État d'éducateur spécialisé. Or, vous avez les 2 diplômes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail. Et puis, vous avez par ailleurs soit des licences sociales, soit des masters sciences humaines et sociales qui arrivent et qui vont arriver sur ce champ-là. Et vous avez des ratios ou des taux d'encadrement sur les diplômes qui diminuent l'exigence en termes de diplômes. Donc, en fait, si vous voulez vraiment penser à la question de la formation, il faut l'élargir au-delà des certifications professionnelles pour prendre en compte déjà les professionnels qui sont sur le terrain. Et ce sera peut-être un enjeu de votre projet de loi sur le bien vieillir ou sur tout autre projet de loi là-dessus. Donc ça, c'est un autre enjeu, c'est comment on harmonise les compétences, comment on fait discuter université et titre professionnel avec la même exigence. Aujourd'hui, pour ouvrir un diplôme universitaire, il n'y a pas forcément besoin, même si ça peut être fait d'un point de vue éthique, d'une concertation approfondie avec les professionnels du territoire. Et à l'inverse, quand vous ouvrez des titres professionnels, il existe de plus en plus d'obligations à se lier avec une université. Et en fait, la relation est asymétrique entre l'université et le champ professionnel. Elle peut être tout à fait féconde, tout comme il peut y avoir et on a eu des exemples de coopération entre les deux, qui n'étaient pas des coopérations, mais plutôt, il faut le faire pour pouvoir garantir un diplôme professionnel, enfin, pouvoir mettre sur le marché de la formation un diplôme professionnel. Et je finirai, et je m'arrête à ce moment-là, sur la question de la fracture numérique. La digitalisation du travail social, c'est un fait assez majeur. Et en fait, il a plein d'incidences. Donc, je vais essayer d'en faire quelques-unes parce que je ne pourrais pas toutes les faire. La première, je reviens à la question de l'évaluation et du rendu compte de ces métiers-là. Ce sont des métiers qui ont l'habitude de rendre compte de ce qu'ils font. Par l'oralité, en collectif, c'est-à-dire les groupes de travail, ou par l'écrit, mais c'est-à-dire un écrit professionnel rédigé à la main ou au clavier, mais que le professionnel produit par lui-même, c'est-à-dire qu'il rédige et en même temps il pense sa pratique. Aujourd'hui, la digitalisation, elle se construit par des formulaires de plus en plus préconçus et qui, soit par l'extérieur, soit en interne des structures, du coup, va conduire le professionnel non plus à être créatif dans son travail, mais bien à répondre, à rentrer dans les cases et à répondre aux questions qui lui sont pensées. Donc du coup, la question de l'autonomie, elle se place aussi à cet endroit-là. Est-ce que j'ai l'autonomie de pouvoir penser mon travail tel que j'ai besoin de le penser et de faire remonter les éléments? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que la digitalisation, elle a entraîné ces professionnels non plus à accompagner les personnes à reprendre la main sur leurs droits et sur les prestations, mais plutôt à pallier au manque de techniciens des prestations, de tout type de prestations. C'est-à-dire que vous avez notamment dans les organismes de sécurité sociale des techniciens de la prestation sociale qui en fait qu'on pouvait appeler et puis ils arrivaient à débrouiller le dossier et à comprendre, etc. Et aujourd'hui, ils sont de moins en moins nombreux. Et donc les professionnels du travail social dont ce n'est pas la mission de résoudre ce problème-là, se mettent du coup à eux-mêmes rentrer dans les dossiers techniques pour le faire, et ils le font à la place des personnes. Et de fait, les personnes qu'ils rencontrent sont de plus en plus violentes. Mais pas parce que de par nature, elles sont violentes. C'est juste que ces professionnels sont les premières personnes qu'elles arrivent à voir depuis longtemps. Et quand vous avez emmagasiné autant de sentiments d'invisibilité, de relégation, de difficultés face à votre ordinateur ou face à des complexités administratives, autant de ressentis qui du coup disent que finalement soit vous n'êtes pas digne, soit vous êtes de seconde zone, de fait la première personne que vous rencontrez, vous déchargez votre violence vis-à-vis de cette personne-là. Et en fait, ça m'a marqué à titre personnel, c'est que tout le temps de la saisine, on s'est rendu compte qu'il y avait des morts dans le champ du travail social. Il y a des professionnels qui meurent ou des professionnels qui sont agressés et violentés. Et il n'y a pas de parole publique sur le sujet, ou trop peu. Et il faudrait pouvoir avoir une parole publique pour leur reconnaître à la fois leur engagement et en même temps reconnaître qu'il y a des limites à ne pas passer en termes de violence et qu'il faut prendre soin d'eux également. Et ça, je sais que quand on a ce propos avec eux, ils y sont touchés parce qu'ils y sont confrontés et sans avoir eu en parallèle ce regard-là, c'est des femmes. Je le redis parce que c'est important, puisque dans la société où l'on vit, la violence dirigée par les femmes est bien plus communément admise que celle dirigée par les hommes, et donc du coup les gens le font plus facilement. C'est des femmes qui potentiellement vont au domicile des personnes, donc se retrouvent vulnérables parce que isolées, ce sont des travailleuses isolées, ou alors c'est des femmes qui travaillent dans des unités ou avec des personnes qui vivent dans leur cadre de vie au quotidien ou qui sont en difficulté sociale et qui du coup déchargent leur violence. Donc juste pour prendre soin de ces femmes travailleuses qui nous permettent en fait de maintenir les liens sociaux, et je pense que c'est les premières professionnelles à y arriver. Écoutez, je vous souhaite de bons travaux et je reste tout à fait disponible pour poursuivre les échanges avec vous de façon plus précise sur différents éléments. Merci. Madame la Présidente va compléter les éléments de réponse. Oui,
Très brièvement, ça a été souligné par l'un d'entre vous. C'est un rapport qui a été voté à l'unanimité au sein du CESE. C'est pas neutre, ça veut dire que toutes les organisations syndicales, patronales, mais tous les corps de représentants de la société civile ont voté cet avis, et je pense qu'il a été particulièrement, celui-ci parmi d'autres du CESE, très ancré sur la réalité des pratiques dans les consultations. Et je voulais aussi répondre à un sujet par rapport, vous avez vu l'importance qu'on a mis dans cet avis, mais comme dans tout ce qu'on met en ce moment, sur la question du travail. J'ai eu la chance de pouvoir piloter les assises du travail récemment, et on a pu rendre un rapport au ministre sur le sujet qui s'appelle « Reconsidérer le travail ». Et je pense que c'est quelque chose qui est vrai de façon générale, pas seulement dans ce secteur, et qu'on y a particulièrement traité la question du sens du travail. Et le sens du travail, c'est pas forcément avoir un emploi d'utilité sociale ou un emploi pour la protection de l'environnement, parce que sinon, beaucoup de gens ne pourraient pas avoir de sens au travail. Le sens au travail, c'est permettre à chacun de pouvoir faire bien son travail et d'être reconnu pour ça. C'est tout simplement ça. Et je voudrais prendre 2 petits exemples qu'on a vus dans les différentes visites. Le premier, c'était une directrice de centre social qui expliquait que pour avoir un budget de 300 000 € par an, elle était amenée à faire 5 dossiers différents avec 5 financières, 5 reporting, 5 fois aller chercher les dossiers, mais que sur les 3 dernières années, toujours pour 300 000 €, le nombre de dossiers était passé de 5 à 15. Ça veut dire que son boulot de directrice de centre de social n'est absolument pas d'encadrer, d'accompagner des nouveaux assistants sociaux, éducateurs, de traiter des situations difficiles, mais uniquement du travail de financier et d'administratif, qu'elle reporte évidemment sur les gens qui sont en dessous d'elle. Et donc des éducateurs qui nous disent « nous, on en a marre de faire de la paperasse, on n'est pas dans la relation sociale, mais on est là-dessus ». Donc, quand je vous disais tout à l'heure, à partir des situations de travail, on a été amené à interroger les modes de financement. Deuxième exemple qu'on a vu là-haut encore, vous parliez des conditions de travail, de la pénibilité, donc les risques psychosociaux, je crois que tout le monde voit bien. On ne voit pas toujours le sujet des pénibilités physiques. On était dans un centre d'accueil pour les personnes handicapées et des dames nous expliquaient comment tout le dispositif avait été modernisé et qu'il y avait des poulies au-dessus des lits pour pouvoir glisser, mettre un drap de glisse, accrocher et ne pas avoir à porter. Sauf que pour pouvoir faire ça, ça double le temps de lever et de coucher de la personne. Et comme ils n'ont pas le temps, dans le cadre des financements, de ce qui est le temps accordé au lever, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher une dame qui s'occupe plutôt des repas, qui viennent aider à porter la personne parce que ça va aller beaucoup plus vite. Résultat des courses, la personne n'est pas mieux traitée, celles qui doivent porter continuent à s'abîmer le dos. Et puis alors, petite cerise pour le gâteau, pour faire le lien avec les 183 €, c'est que les personnes qui s'occupaient de la restauration, elles n'ont pas eu la prime. Et quand elles ont dit, bah, nous, on passe notre temps à aider les personnes aux soins quotidiens, et maintenant, les personnes qui font des soins, elles ont la prime, mais pas nous, bah, ça casse des cohésions fortes d'équipe. Ces 2 petits exemples pour dire que la question des modalités de financement a des répercussions très directes dans la vie des salariés, dans la vie des bénéficiaires, des résidents, des personnes vulnérables. Et donc, c'est vraiment un enjeu absolument majeur et que la préconisation autour de l'évaluation qui associe d'abord les travailleurs qui puissent dire ce qu'ils sont en train de vivre et les problèmes, aussi les bénéficiaires, les résidents, avec les financeurs et que ce soit un dialogue de toutes ces personnes-là au moment de l'évaluation, c'est indispensable pour pouvoir sauver ce secteur. Je vous disais que la question du sens du travail se pose pour tout le monde et pas simplement pour ce secteur, sauf que si on produit moins de casseroles dans telle ou telle entreprise parce qu'il y a un problème de sens au travail, ça n'a pas le même impact que si on a des difficultés de recrutement dans un secteur qui est indispensable à la vie de la nation. Voilà. Merci, vraiment, merci beaucoup pour la qualité de vos travaux et pour le temps que vous nous avez consacré pour les partager et nourrir la réflexion des parlementaires. On va s'en saisir, on s'en est déjà saisi en partie avec la loi Bien vieillir qui a été évoquée tout à l'heure, avec la proposition de loi qu'on va examiner la semaine prochaine sur la médiation sociale, mais il y a encore évidemment un vaste champ. Et on a bien entendu vos recommandations, en particulier sur la valorisation salariale et sur la contractualisation pour redonner du sens et des marges de manœuvre aux professionnels. Merci encore. Au revoir, merci.
Mes chers collègues, oui, nous en avons donc terminé. Et nous nous retrouvons donc mercredi prochain à 9h30 pour la proposition de loi sur les métiers de la médiation.